Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle critique et cette fois-ci à chaud, très chaud bouillant, du blabla chaud. On va parler ensemble du film que je viens tout juste d'aller voir, Alien Romulus. Concrètement, il y a beaucoup de choses à en dire, du bon, du très mauvais. Bref, je partage ça avec vous. Alors, pour ceux qui ont peur que je puisse spoiler, vous inquiétez pas, cette vidéo sera faite en deux parties. Une première partie où je ne spoil pas et une deuxième partie où je vais vous apporter un petit peu de spoil, mais sans tout vous divulgacher, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous raconter l'intégralité du film. Ce serait quand même bien de le voir par vous-même. Mais en tout cas, voilà, de vous dire un peu les 8-9 choses qui m'ont frappé et peut-être qui vous frapperont aussi sans doute. Bon, déjà concrètement, je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais film, loin de là, c'est un bon film, je me suis pas ennuyé, il y avait beaucoup de belles choses à y voir aussi, mais encore une fois, je pense que tout va dépendre de votre état d'esprit au moment où vous allez le voir. Comme vous avez pu le savoir, j'avais quand même assez confiance en ce film, et je me disais, voilà, j'étais persuadé que Fede Alvarez allait nous faire quelque chose de correct. Alors, pour être très honnête, aujourd'hui, ça reste quand même voilà, un bel hommage. Il y a beaucoup d'hommages dans le film et notamment aux différents films. On a des hommages à Alien, le 8e passager, des hommages à Aliens, le retour, des hommages à Alien 3, on voit aussi quelques clins d'œil à Alien 4, à Alien Covenant et au film aussi, enfin au jeu vidéo plutôt Alien Isolation. On sent que Fede Alvarez essaye quand même de respecter au maximum l'œuvre originale et voilà de pas la dégrader en essayant d'apporter quelques petites nouveautés. Je pense qu'il a fait des choix audacieux, pour certains qui seront peut-être payants et pour d'autres qui seront une honte ou peut-être qui les feront hurler de leur côté. Enfin bref, ça sera à vous de vous faire votre propre avis en le voyant. Mais pour autant, je pense que voilà, il a essayé des choses et ça par contre c'est tout à fait respectable. Ah oui, parce que pas simple de passer après 4 films primaires, plus ensuite des spin-offs et tout ce qu'il y a autour. L'idée c'était d'arriver avec quelque chose de nouveau après avoir vu les aliens sous toutes les coutures, très compliqué. Et du coup, il a décidé de placer son histoire entre Alien, le 8e passager, et donc Aliens, le retour. D'un point de vue photo, c'est très beau, c'est très joli, très bien réussi et je dirais que c'est même aujourd'hui quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans tout un tas de films, que ça soit chez Denis Villeneuve ou dans d'autres films un peu suites qui ont été faits. Je repense aussi notamment à Terminator Dark Fate à l'époque. Certes, on peut en dire tout le mal qu'on veut, clairement, mais pour autant, d'un point de vue photographie, c'était quand même propre. Miller avait fait du beau travail. Là-dessus en tout cas, mais pour le coup voilà, on est sur quelque chose, j'ai l'impression qu'on a des gens qui savent refaire en fait, qui savent bien refaire. Maintenant, de là à dire d'apporter quelque chose de nouveau, je sais pas si Fede Alvarez serait capable de le faire. En tout cas, jusqu'ici, entre ce qu'on a pu voir sur Evil Dead et sur Alien Romulus, il est capable de refaire et de s'inspirer et de faire des choses propres. Après, côté ambiance, l'ambiance, que dire, c'est assez complexe parce que j'aurais aimé quand même essayer de retrouver ce côté frisson, haletant qu'on a pu avoir notamment dans le premier épisode, mais aussi dans le deuxième, d'ailleurs, ou même dans le troisième, chose que je n'ai vraiment pas retrouvée malheureusement sur cet épisode-là. J'ai pas eu peur une seule fois, j'ai pas sursauté une seule fois, tout était cousu de fil blanc. Donc c'est un peu la problématique du cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive plus forcément, en tout cas très peu de personnes y arrivent à vous faire sursauter et vivre des moments de frayeur vraiment au cinéma. Donc pour le coup, mission non réussie de ce côté-là. Après, d'un point de vue spectaculaire, c'est propre, ça fait le travail, ça fait le café, il y a des très belles scènes, il y a des très belles réussites, donc là-dessus, pourquoi pas, mais d'un point de vue frisson, comme je vous le disais, voilà, ça m'a un petit peu refroidi. On sent quand même que Fede Alvarez a essayé d'apporter quelque chose de plus, d'essayer de concurrencer les premiers films de la saga en apportant de nouvelles choses, mais pour autant, est-ce que ça a réussi ? C'est justement là que pêche un petit peu le film. C'est-à-dire que c'est tellement dilué dans tout un tas de, je dirais, de références, de clins d'œil, enfin on pourrait les appeler comme on veut. Du coup, ce qui aurait pu être ces scènes mémorables, je suis pas certain qu'on va s'en souvenir, ou du moins c'est pas la première scène qui va nous choquer ou nous rappeler la saga Alien dans toute son intégralité, si jamais demain on venait à se poser la question en tout cas. Et puis c'est toujours le même problème avec les castings comme ça, c'est-à-dire qu'on a un casting dont on n'est pas très proche en fait concrètement, même si j'y vois quand même à demi-ton, c'est-à-dire qu'il y a une partie du casting qui était très intéressante et une autre partie
pouvait leur arriver tout ce que vous vouliez, franchement on s'en foutait, on savait qu'ils étaient là pour ça, et concrètement c'est un peu le problème, et sans parler du fait que voilà, on a quand même rajeuni au maximum le casting par rapport au premier film, où on a mis cette fois-ci des jeunes qui ont entre la vingtaine et la trentaine, donc un casting très très jeune, limite ado, qui va chercher notamment je dirais une audience supplémentaire, et notamment d'un point de vue adolescent. Je pense que c'est vraiment la cible. Ils cherchent peut-être à aller chercher une nouvelle génération pour pouvoir les accompagner sur la suite des aventures du Xénomorphe. Voilà, le niveau du casting, c'est pas forcément le point fort, même si encore une fois, j'ai bien apprécié les 2 premiers rôles dont je vais vous parler, que sont notamment Kai Spenny, qui interprète le rôle de Rain dans le film. Donc c'est vraiment l'actrice principale, hein, c'est elle qui est là pour reprendre un peu, on va dire, le rôle d'Ellen Ripley, mais en version plus jeune, en version Fede Alvarez. On peut l'avoir déjà vu dans Pacific Rim 2, hein, cette actrice, aussi dans Saltan à l'hôtel El Royal, ou encore récemment dans le film Civil War. Après, elle fait le café, hein, très clairement. Moi, je trouve son jeu d'actrice très bon. Elle est plutôt efficace. C'est pas Sigourney Weaver, on est d'accord, mais moi, j'avais quand même pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Elle a une bonne bouille. Enfin, on a envie de la voir réussir à aller au bout des choses. On sent qu'elle a vraiment envie de s'en sortir. Elle doit un certain quota d'heures à la compagnie pour pouvoir s'en aller de la compagnie minière, et en fait la compagnie fait en sorte de doubler le volume d'heures pour que les gens finissent par mourir au travail, hein. Donc on y retrouve aussi un petit peu ce côté, je sais pas si vous vous souvenez dans le premier, mais on parlait notamment de cette lutte ouvrière entre Brett notamment, qui réclamait tout le temps ses primes, et à Dallas pendant un repas à table, etc. Donc on retrouve un peu ce côté là, mais en mode un petit peu plus ardu, c'est-à-dire ouais, ouvrez les yeux, vous êtes exploité. Enfin, on entend beaucoup ce genre de discours à travers le début du film en arrière-plan, puisqu'il y a des gens qui parlent, etc. Un peu dans une sorte de rue. Enfin, c'est un peu particulier. Et donc il y a ce côté-là qui est très pesant, et donc on sent que c'est des jeunes qui ont vraiment envie de sortir de leur carcan social, si je puis dire, pour s'en sortir, et leur seule solution, c'est de quitter la colonie. Et pour ça, il leur faut notamment l'aide d'Andy, qui est justement un synthétique, et qui pourrait éventuellement leur permettre de leur ouvrir les portes, alors pas du paradis si je puis dire, mais de la liberté. Andy de son côté est joué donc par David Johnson. C'est un petit acteur britannique pas très connu, mais qui a quand même été nominé sur quelques petites choses au niveau des films indépendants en Angleterre, et qu'on a pu voir notamment dans la série de BBC2 et HBO qui s'appelle Industrie, et pour le coup moi je l'ai trouvé assez efficace. Encore une fois, je l'ai trouvé son rôle assez particulier, parce qu'il joue un peu un synthétique qui donne un peu l'impression d'être autiste, en fait, en tout cas d'être un peu retardé et donc un peu handicapé, et c'est assez attachant, je trouve. En tout cas, il le joue très très bien. Donc ça, pour le coup, voilà, encore une fois, c'était plutôt bien réussi, et en plus, il va lui arriver des choses au fur et à mesure du film qui fait que on voit la transition du personnage, et c'est plutôt bien foutu. Et ils vont se rendre auprès de Tyler, un vieil ami, et on va dire, on suppose qu'il y a une petite amourette entre lui et Rain, et donc qui est interprété par Archie Renault. Donc c'est pareil, un acteur principalement connu pour avoir joué dans Shadow and Bones sur la série Netflix. Voilà, à part ça, j'ai pas beaucoup de choses sur son compte, mais en tout cas, grosso modo, un peu comme tous les autres, c'est un peu. Alors lui, c'est un peu censé être le monsieur muscle de l'équipe, qui sait visiblement se servir des armes, qui sait se servir de pas mal de petites choses. Alors monsieur muscle de notre époque, hein, on n'est pas sur un monsieur muscle version années 80 comme on avait pu l'avoir dans notamment Aliens. Ça n'a plus rien à voir. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus light. Mais quand je dis monsieur muscle, c'est lui, on va dire, le courageux de la bande. C'est lui qui sait se servir des armes et qui va être un peu le leader, quoi. Et donc lui est accompagné de sa propre sœur, qui va être interprétée par Isabella Merced, que vous avez sans doute déjà dû voir en Transformers The Last Night, et surtout dans le rôle de Dora dans le film live action Dora l'exploratrice. Donc autant vous dire que elle, j'attendais avec impatience de savoir ce qui allait lui arriver dans le film. Question de karma. Ils seront accompagnés encore de 2 autres personnages, puisque l'équipe est composée de 6 personnes. Nous avons Navarro, qui est la pilote, donc interprétée par Eileen Wu, et Bjorn, donc qui est interprété par Spike Fern. Les deux, voilà, c'est alors Hélène, Wu, qui joue Navarro, est une personnage
voilà, il pourrait lui arriver tout ce qu'on veut, on s'en fout un peu en vrai. Et de son côté, Bjorn, c'est un peu le bad guy, le gars qui est vraiment intolérant et qui va en faire baver notamment Andy, et à qui on a juste envie de voir qu'il va lui arriver de mauvaises choses. Donc concrètement, voilà, encore deux personnages qui sont juste là pour servir de chair à canon, malheureusement, et qui apportent pas grand-chose, on va dire, d'un point de vue histoire, ou alors des événements, des choses hyper téléphonées, enfin bref. Et donc, comme je vous disais, tout ce beau monde, ils sont tous mineurs dans la colonie, ils ont tous envie de se barrer, et ils ont trouvé un moyen, puisque Tyler a récupéré le vieux vaisseau de son père qui est décédé à la mine, pour pouvoir essayer de s'échapper. Seul problème, c'est que la planète sur laquelle ils veulent aller vivre, c'est une planète où il y a du soleil, contrairement à la colonie de Jackson où on ne voit jamais le soleil, et pour le coup, qui justement est une planète qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on pourrait retrouver sur Terre, hein, avec un beau avec de beaux soleils, etc., de beaux levers de soleil ou de coucher de soleil en fonction de ce que l'on veut y voir. Et d'ailleurs, on a une petite illusion qui est faite dans le film, puisque à travers le rêve de Rain, elle s'imagine déjà sur la planète, etc. Donc c'est un peu on va dire un rêve un peu idyllique, et donc ils veulent tous se rendre sur cette planète-là, sauf que le problème c'est que c'est à 9 ans de voyage, et pour pouvoir faire autant de voyages en vaisseau spatial, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des caissons d'hibernation, comme on peut le voir dans le premier, dans le 2, etc. Et en fait, le problème c'est que donc pour trouver ça, il va falloir aller, on va dire, dépouiller un vieux vaisseau, alors ce qui pense être un vieux vaisseau de la compagnie Weyland Yutani, pardon, et donc ils vont récupérer, ils se rendent sur place, récupérer ces caissons pour essayer de partir en direction ensuite de la planète voulue. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, et donc voilà, c'est là que commence l'histoire et la catastrophe pour nos chers héros et héroïnes du film. Pour vous dire un petit peu mon avis, ça reste quand même un film efficace, c'est sympa, il est loin d'être dégueulasse. Malheureusement, je pense pas qu'il détrônera les trois premiers. On va être francs les uns envers les autres. Hein, on va pas se mentir, comme j'aime bien dire assez souvent. Il dépassera pas les trois premiers. Mais on sent qu'il y a une volonté de construire quelque chose, on va dire une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, ce qui est pas plus mal dans un sens, parce que du coup, ça nous permet de vraiment tourner la page. À un moment donné, il faut aussi résigner. Hein. Je pense que si Sigourney Weaver a plus de 70 ans aujourd'hui, c'est compliqué pour elle, de nous faire encore revivre ce qu'on a pu voir par le passé. Il faut s'y résoudre, donc c'est cool de pouvoir se rattacher à de nouveaux personnages. J'espère que ça va aller quelque part. Pour autant, le problème c'est que je pense que Fede Alvarez en a trop fait. Concrètement, il y a trop de fanservice, pour être tout à fait franc, mais beaucoup trop. Alors, comme souvent dans ce genre de film, et je le disais pour le flic de Beverly Hills 4 d'ailleurs, on y va pour ça. Quand on aime la saga, on y va pour ça. Il faut arrêter de faire les hypocrites à dire ah là là du fanservice. Ouais, on y va pour ça. Je pense que si c'était l'inverse, on gueulerait que justement il n'y a pas de fanservice et qu'il n'y ait rien comme clin d'œil et qu'on ait voulu totalement effacer, et puis on s'indignerait, etc., etc. Mais comme on aime bien tout se râler, il faut bien trouver des choses à dire. Là, pour le coup, le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop. Alors après, c'est pas dérangeant en soi, mais ça fait un peu t'as vu celle-là? T'as vu celle-là? T'as vu celle-là? Au bout d'un moment, t'as mal à l'œil, à force des clins d'œil. Donc je pense que le problème est vraiment de ce côté-là. On est quand même dans un film d'époque d'aujourd'hui. Concrètement, c'est pas, on n'arrive plus, je pense, à faire de vrais chefs-d'œuvre ou de vrais films cultes comme ça a pu être fait dans les années 70 et 80, et notamment d'un point de vue SF. Mais le problème, c'est que moi, il y a un truc qui m'a pesé et que je sentais descendre jusqu'à avoir une douleur, on va dire, dans le postérieur à la fin du film. C'est le prix de la place, quoi. Faut qu'on en parle. Le prix de la place, 17,50 €, les gars. 17,50 € pour pouvoir voir ce film, sachant que j'ai payé aussi 3,50 € de parking, et bien sûr j'ai voulu me faire un petit plaisir, je me suis pris une petite boisson et puis un popcorn, j'en ai pour 8 balles en plus. Donc ouais, grosso modo pour moi c'est un événement. C'est aussi pour ça que je vais quasi plus au cinéma, pour être tout à fait franc. Je pense que je l'aurais vu chez moi sur mon grand écran avec mon cinéma en VOD, ça l'aurait fait grave aussi. J'aurais même pu le voir avec mon fils au passage, parce que là pour le coup j'ai pas pu l'emmener avec moi, bien qu'il ait l'âge. Mais ouais, franchement, c'est pas, voilà, j'ai eu l'impression de prendre une aubergine dans l'oignon, les gars, quoi. À un moment donné, ça m'a fait tout drôle, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, ça me rappelle pourquoi je ne vais plus au cinéma. C'est qu'aujourd'hui, 17,50 € la place pour un film. Alors oui, c'est une salle Ice. Salle Ice ou pas salle Ice,
on devrait laisser le choix aux gens de pouvoir choisir justement leur type de salle. Moi, on m'aurait mis dans une salle classique, ça m'aurait pas dérangé. Je suis pas un fan hardcore des 4K, machin, etc. Je me serais très bien fait à une salle normale et j'aurais été content de payer 7 ou 8 balles plutôt que 17 balles 50 pour soi-disant dans une salle Ice, alors que franchement, moi, ça m'a strictement rien changé à mon expérience. Encore une fois, voilà, je fais peut-être le râleur de service, mais là, pour le coup, je peux comprendre que, voilà, que malheureusement, il y a des gens qui ne veulent plus aller au cinéma et je le répète encore une fois, mais je reste persuadé que d'ici 10-15 ans, la majorité des cinémas auront fermé, malheureusement, parce que ça vaut plus le coup aujourd'hui de payer un abonnement sur une plateforme ou même 2 plateformes pour voir des centaines et des centaines de films que de se déplacer au moins une fois par mois au cinéma. Comme vous pouvez le voir, à 30 balles, ça m'a coûté 15 fois plus cher que si j'avais pris tous les abonnements, on va dire, de chaînes actuelles chez HBO Max, Apple Plus ou même Netflix, etc. Tous ensemble réunis, ça m'aurait coûté même moins cher que ça. Donc alors oui, après voilà, c'est pas la même expérience. Je sais que il y a des fans hardcore de la salle noire, de le grand écran, etc. Je peux le comprendre et je le respecte. Mais moi, je suis désolé, à presque 30 balles l'après-midi, ça fait mal parce qu'en plus, j'ai 45 minutes de route pour y aller, 45 minutes de route pour venir. Donc bref, autant vous dire que j'avais un peu les golden à la fin du film. Bref, mon coup de gueule est terminé. Si tu ne veux pas être spoilé, c'est là qu'on se quitte, mais n'hésite pas à venir voir ce que je pourrais te dire, en grosso modo, en partie spoiler, une fois que tu auras vu le film. Et puis, pour ceux qui sont les plus courageux, c'est parti pour le spoil. Alors d'un point de vue spoiler en premier, la première chose qui me frappe à l'esprit, et je dirais d'un point de vue chronologique sur tout le film, c'est les designs. Les designs qui sont très ressemblants entre le premier et le 2, voire même à certains moments le 3, puisqu'il y a certains petits passages qui me font penser à la course-poursuite dans les tunnels. Là, c'est un peu dans le même esprit, voire même du 4, encore une fois, à certaines zones. Enfin bref, grosso modo, on retrouve, on va dire, le côté technologie informatique assez vieillissante, alors à nos yeux, mais du premier dans cette partie-là, avec des grosses touches sur les claviers, etc. Pour autant, voilà, on retrouve aussi la pyramide. Vous savez, le bâtiment en forme de pyramide dans le 2, au sein de la colonie, et là, on voit exactement la même chose. Donc, on a ce petit côté, voilà, on est en terre connue, pour le coup. Mais voilà, pour le coup, c'est plutôt bien fait, c'est propre. En plus, d'un point de vue design, c'est plutôt bien réalisé. Même à l'intérieur des vaisseaux, les portes de sas, etc. C'est plutôt cool de revoir un peu ce côté-là. Donc là, on sent que la référence et le clin d'œil est plutôt bien réussi. Ensuite, la deuxième chose qui me frappe à l'œil, c'est quand ils arrivent donc sur le vaisseau. Alors le vaisseau n'est pas un vaisseau, mais une station spatiale orbitale, on va dire un laboratoire de recherche, un petit peu comme on peut l'avoir dans le 4, puisque c'est une station en orbite. Là, concrètement, c'est ça, et en fait, qui s'appelle Romulus et Remus, puisqu'il y a 2 côté, on va dire, sur cette station. Et donc, ils arrivent côté Remus, où c'est, on va dire, le côté calme, le côté posé, à peu près safe encore, où il se passe pas trop grand-chose. Et ils vont devoir se rendre sur Romulus, qui là est le côté enfer. Donc, c'est un peu enfer-paradis. C'est un peu bizarre comme vision, mais pourquoi pas, ça marche plutôt bien. Et donc, ils arrivent par une trappe de service qui est réservée aux synthétiques. Et en fait, ils vont devoir ramper. Alors, 3 personnages y vont seulement, dont le synthétique Andy. Et ils vont devoir ramper pour pouvoir aller jusqu'à une zone où sont affrétées les capsules cryogéniques. Et en fait, ce passage-là me rappelle un petit peu Bishop quand il essaye d'aller justement de la pyramide jusqu'à un autre point de la colonie dans le 2 pour pouvoir essayer de, on va dire, de prendre les commandes à distance du deuxième vaisseau qui est sur le gros vaisseau vert pour pouvoir s'enfuir de la colonie. Bref, c'était l'une des choses qui m'a un petit peu frappé. La troisième chose, c'est forcément, on arrive dans une pièce, peu de temps après, ils sont tous les 3 et ils voient quoi? Ils voient un synthétique qui est coupé en 2, dont la partie basse du corps a été arrachée. On a 2 choses qui sont intéressantes dans cette scène-là. Déjà, on voit l'uniforme qui est donc un synthétique
officier, un peu comme Ash l'était dans le premier. C'est exactement le même uniforme de Ash. Et là, je me dis, bon, bah ok, d'accord. Bon, bah on veut absolument nous faire rappeler ça. Pourquoi pas, soit. Et derrière, en fait, il y a un gros trou dans le sol causé par l'acide d'un alien qui est suspendu, qui a été vidé de son sang. Cet alien-là, c'est pas n'importe quel alien, puisque dès le début du film, on voit qu'il capture l'alien du premier film qui, en fait, s'est retrouvé dans une sorte de cocon protecteur suite à ce qui lui est arrivé. Et il n'est pas mort. Et donc, en fait, ils vont le ramener sur la station et ça va partir en cacahuète à l'intérieur, ce qui fait que à la fin, la station est totalement abandonnée. Mais pour autant, cet alien-là est mort. Il a été complètement vidé de son sang acide et donc ça a complètement cramé le sol. Et ça m'a rappelé notamment à un moment donné le passage dans au tout début du 4 quand notamment le scientifique est en train de regarder suite aux aliens qui se sont attaqués entre autres pour pouvoir justement faire ce genre de choses et s'enfuir. Et ça fait un petit peu le même effet. Il y a une autre petite chose aussi qui est assez intéressante sur cette partie-là, c'est qu'au final, de loin, à un moment donné, ils déplacent le corps du synthétique pour le rebrancher, pour essayer d'avoir des infos, etc. Et bizarrement, de loin, je me dis, c'est bizarre, on dirait Ian Holm, enfin en tout cas le design de Ian Holm. Eh bah oui, je vous mets dans le mille, c'est bien Ian Holm. Alors malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Et bien en fait, ils ont reproduit par la technologie sans doute du deepfake le visage de Ian Holm sur sans doute un autre acteur. Je sais pas trop comment ils se sont démerdés, mais enfin, et c'est donc, alors il s'appelle pas Ash, hein, là c'est Ross, il me semble, le nom, mais enfin il est tout aussi, on va dire, dans un esprit de vouloir servir la comment dirais-je, la compagnie Wayland, et donc peu importe ce qui se passera pour les êtres humains qui sont à bord, grosso modo, voilà, lui il est d'abord là pour protéger ce qu'ils ont créé sur la station. Après, on a différents passages où justement Rain va devoir rejoindre déjà la partie Rébus, puis ensuite Romulus. Et en fait, à un moment donné, on la voit même avec une arme où justement on a l'impression de revoir Ripley à la fois dans le premier avec ses néons jaunes, etc. quand elle est en train d'avancer avec son lance-flamme, et aussi dans le 2, puisque au moment où elle va rechercher Newt avec ses grosses mitrailleuses. Donc il y a des passages un petit peu comme ça, et dans les designs, la lumière bleue au sol, etc., qui rappellent justement quelques éléments et quelques scènes du premier et du deuxième. Après, il y a un autre truc qui m'a frappé, et ça, c'est arrivé pendant le visionnage. En fait, d'écouter les prénoms des acteurs, en tout cas des rôles dans le film, et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Et en fait, je me suis amusé à faire un petit comparatif, et c'est vous dire à quel point Alvarez a été très loin pour rendre hommage, c'est qu'en fait, il a utilisé pour la plupart des acteurs la même première lettre que les acteurs du premier film. Donc, par exemple, pour Rain, qui est pour Ripley, on a Andy pour Ash, on a Kay pour Kane, on a Bjorn pour Brett. Vous voyez, donc c'est assez étonnant qu'il ait utilisé ce genre de choses, à moins que ça soit un vrai pur hasard, ce que je pense pas, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça assez, encore une fois, c'était un petit easter egg assez sympa à trouver. Il y a une autre scène à un moment donné où on a justement ils sont dans une cage d'ascenseur, donc qui nous rappelle vraiment le 2 hein, pour le coup, où ils essayent de s'évader par la cage d'ascenseur, et en fait Rain est aux prises avec un alien qui est en face d'elle. Elle est accrochée à une sorte d'échelle, un peu comme on l'a aussi dans Peur Bleue par exemple, à un moment donné, dans le tunnel là. Et en fait, il y a une scène où on voit l'alien se rapprocher d'elle et venir limite face à son visage, où elle se met comme ça, un peu comme Ripley le fait dans le 3, donc on voit clairement une volonté de faire un hommage au 3, à cette scène mythique hein, où l'alien renifle Hélène Ripley et s'aperçoit justement dans le 3 qu'elle porte une raide en elle et du coup décide de s'en aller. Là, c'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, elle vient se faire sauver donc par Andy. Andy tombe, chute en fait de cette cage d'escalier contre l'alien, récupère bien sûr au passage un fusil mitrailleur qui pendait pour pouvoir s'en prendre à l'alien. Il s'explose avec l'alien sur l'ascenseur qui est tombé un peu plus bas. Il lui explose la tronche à coups de mitrailleuse tout en lui disant « Ne la touche pas, sale pute ». Et oui, vous l'aurez bien entendu, c'est clairement ce que Hélène Ripley dit à la fin du combat, dans le combat contre la reine alien dans le 2.
et elle aurait dit exactement cette phrase-là, mot pour mot. Donc voilà, là encore une fois, le clin d'œil était peut-être un peu de trop, je trouve, parce que clairement, on a ce côté voilà, de vouloir répéter ce qui s'est déjà fait. Donc je suis pas certain que c'était nécessaire. Bon, voilà, ça m'a fait sourire, ça en a fait sourire plus d'un dans la salle, mais pour autant, je pense qu'on aurait pu s'en passer. On a aussi une autre chose qui est assez intéressante, c'est que Kay est enceinte dans le film, donc elle ne dévoile pas le nom du père, elle dit que c'est un sale con, etc. Et moi j'y vois deux parallèles. D'un premier, au tout début, en fait, j'y vois un parallèle avec le personnage de Lambert enfin, dont on pense qu'elle s'est fait violer dans le premier. Enfin, c'est un peu particulier comme ça. C'est une scène qui est quand même assez particulière dans le premier. Et en fait, concrètement, elle vient. Moi, dans ma tête, ça me fait tilt en me disant, est-ce que ce serait pas un parallèle en disant, Lambert, suite au viol de l'alien, aurait pu, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Et en fait, c'est concrètement ce qui va se passer, puisque cette fois-ci, Kay est enceinte. Elle va s'injecter donc un produit qu'ils ont développé dans une sorte de syndrome, un peu comme on peut voir dans Covenant, tiré du sang des aliens. Et en fait, elle va mettre au monde un alien humain, un humalien, je sais pas comment on peut dire ça. Et du coup, il y a ce parallèle qui est fait entre les deux. Et j'irais même plus loin. Elle porte la même lettre que Kane, qui est le premier inséminé par l'alien et qui ramène l'alien à bord dans le premier film. Elle a un bébé, lui porte l'alien en lui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, une volonté? Je sais pas. J'ai trouvé ça assez cocasse comme situation, puisque justement, voilà, comme je vous disais, ce côté Kane, portant tous les deux quelque chose. Enfin, il y a des parallèles qui sont faits et je trouvais ça assez étonnant. Et d'ailleurs, si jamais vous voyez le film, dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires, parce que moi, ça m'a pas laissé de marbre. J'avoue que je me suis posé pas mal de questions sur la vraie signification de ces scènes, en tout cas de ce personnage et de ce que ça représente. Et puis bien sûr, la fin qui se termine un petit peu comme dans Aliens, où on a donc Rain qui met Andy qui est blessé et qui était en train de se vider de son sang, ouais, si on peut dire ça. Je sais pas si on appelle ça du sang sur les synthétiques, mais enfin bref. Elle le met dans un caisson et avant de se préparer pour elle-même rentrer en stase pour pouvoir aller jusqu'à la planète où elle souhaite aller. Donc c'est assez cocasse parce qu'encore une fois c'est pareil, ça me rappelle aussi la fin du 2, sachant que voilà, elle considère Andy comme son propre frère, hein, elle le dit elle-même, elle l'appelle tout le temps mon frère et concrètement voilà, elle s'en occupe de lui un petit peu comme une maman le ferait, donc avec ce côté un petit peu, comme je vous disais à un moment donné, un peu autiste, etc. Donc elle le protège, voilà, un peu comme une mère le ferait. Et il y a un gros parallèle qui est fait quand même avec Ellen Ripley qui faisait de même avec Newt aussi et dans le premier avec le chat. Donc voilà, encore une fois, une chose qui était assez frappante, je dirais, vis-à-vis de ce que j'ai pu voir de l'intégralité des différents films de la saga. Bref, voici mon avis, vous l'avez, comme je vous le disais, voilà, après ça ne reste que mon avis, faites-vous votre propre avis, si vous avez l'opportunité et la chance de pouvoir aller voir au cinéma, allez-y, vous passerez quand même un bon moment, je pense, malgré tout, si vous préférez attendre que le film sorte en VOD ou par d'autres moyens, grand bien vous fasse. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus, abonnez-vous. Vous verrez, on est une bande assez sympathique, assez rigolo et concrètement, vous passerez sans doute de très bons moments avec nous. En tout cas, je l'espère. On fait tout pour à travers les différents événements que l'on crée. Et puis, bien sûr, on se retrouve prochainement, donc jeudi 15, donc demain soir, pour une rétrospective sur la saga du flic de Beverly Hills. On va parler des films de 1 à 4 tous ensemble pendant cet été, et donc je serai présent dans le chat pour pouvoir parler avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur des petits pouces. Rejoignez-nous sur Discord si jamais vous voulez papoter avec nous, faire connaissance et nous donner un petit peu votre avis. C'est gratuit et puis vous trouverez l'adresse directement sur le lien de la chaîne avec les différents réseaux sociaux. On est sur Twitter, donc
anciennement Twitter X, on est sur Facebook, on est sur Discord et donc sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir, même sur Twitch. Bref, je vous dis portez-vous bien, je vous fais des bisous et à bientôt sur le Blabla Show.